Salut à tous. Pendant 2 semaines, cette guerre s'est menée depuis le ciel. Des bombardiers, des drones, des frappes de précision visant des cibles à travers l'Iran. Mais maintenant, quelque chose a changé. Les États-Unis envoient 2200 Marines et un immense navire d'assaut amphibie vers le détroit d'Ormuz, cette voie maritime étroite qui contrôle une grande partie de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et les marines ne sont pas des pilotes. Ce sont les soldats qu'on envoie quand il faut prendre quelque chose ou se battre pour l'obtenir. Ce qui veut dire que cette guerre peut être en train d'entrer dans une phase complètement nouvelle. Les éléments de langage peuvent encore sembler propres et maîtrisés, mais les marines arrivent généralement quand le scénario commence à se déchirer. La question semblait simple: quand cette guerre prendra-t-elle fin? Devant les journalistes, le président Donald Trump a marqué une pause avant de donner une réponse qui a surpris même des journalistes chevronnés. Quand je le sentirai dans mes os. Ce n'était pas un calendrier, ce n'était pas une stratégie, c'était un ressenti. Au milieu d'un conflit avec l'Iran qui s'étend rapidement, ce commentaire révélait quelque chose de plus profond, une incertitude quant à la façon dont cette guerre pourrait réellement se terminer. Un calendrier de guerre livré comme une intuition de biscuit chinois peut faire bonne figure en conférence de presse, mais sur un vrai champ de bataille, cela ne sert pas à grand-chose. Mais en l'espace de quelques heures, un signal beaucoup plus concret est arrivé. Le Pentagone a annoncé le déploiement de 2200 Marines américains à bord du navire d'assaut amphibie USS Tripoli en route vers le détroit d'Ormuz. Officiellement, la mission a été présentée comme une opération de sécurité. Son objectif était de rouvrir et de sécuriser les voies de navigation vitales du détroit d'Ormuz, l'un des corridors énergétiques les plus critiques de la planète. Près d'un 1/5 du pétrole mondial transite chaque jour par cette voie maritime étroite. Mais envoyer des marines n'est jamais une décision routinière. Les unités expéditionnaires des marines sont conçues pour les assauts rapides, la réponse aux crises et les opérations amphibies. Leur déploiement signale une préparation à des missions qui vont bien au-delà des patrouilles ou des frappes aériennes. C'est généralement à ce moment-là que le langage confiant du podium cède la place à l'arithmétique, beaucoup moins flatteuse du risque, de la distance et des conséquences. Pendant des semaines, la guerre s'était menée surtout dans les airs. Des missiles, des drones et des frappes à longue portée. Maintenant, la présence de milliers de Marines près du détroit suggère autre chose. Le conflit pourrait être en train d'entrer dans une phase entièrement nouvelle. Pendant les premières semaines du conflit, la guerre s'est déroulée presque entièrement dans les airs. Des appareils américains et israéliens ont mené une campagne de frappe incessante contre l'infrastructure militaire iranienne. Des chasseurs, des bombardiers à longue portée et des drones armés ont circulé sans relâche dans toute la région, visant des sites de lancement de missiles, des installations radars et des centres de commandement. Selon des briefings militaires, plus de 15 000 cibles iraniennes ont été frappées depuis les premiers jours de la guerre. Cette stratégie présentait un avantage clair. La puissance aérienne permettait à la coalition d'attaquer à distance tout en limitant l'exposition directe au combat au sol. Les pilotes pouvaient lancer des frappes de précision et revenir à la base en quelques heures. Les drones pouvaient rester au-dessus des cibles pendant de longues périodes, recueillir du renseignement, puis tirer pendant un temps. Il a semblé que ce modèle de guerre à distance pourrait définir l'ensemble du conflit. La guerre à distance a toujours l'air remarquablement efficace, jusqu'au moment où la réalité demande qui est censée tenir le terrain une fois les caméras parties. Mais le déploiement de 2200 Marines américains suggère que les limites de la puissance aérienne ont peut-être déjà été atteintes. Contrairement aux chasseurs ou aux drones, les marines ne sont pas conçus pour des frappes lointaines. Ils sont entraînés à débarquer, à sécuriser un territoire et à contrôler physiquement des positions stratégiques. Les unités amphibies, comme celle à bord du USS Tripoli, sont spécialisées dans les opérations près des côtes et des points d'étranglement maritime critiques, et peu de points d'étranglement sont plus sensibles que le détroit d'Ormuz. Envoyer des forces d'infanterie dans un environnement aussi disputé introduit de nouveaux risques parce que, une fois les troupes au sol, la guerre ne se mène plus à distance en sécurité. Elle devient immédiate et bien plus difficile à contrôler. La version fanfaronne de la stratégie a toujours l'air plus simple avant que les bottes, les côtes
et les missiles ennemis n'entrent tous dans la même phrase. Pour comprendre pourquoi le déploiement des marines est important, il faut comprendre la géographie du champ de bataille. Le détroit d'Ormuz est l'une des voies navigables les plus étroites et les plus stratégiquement importantes du monde. À son point le plus resserré, le chenal ne fait qu'environ 33 km de large. Dans ce corridor étroit, d'énormes pétroliers, des cargos et des navires de guerre empruntent chaque jour des voies maritimes soigneusement délimitées. Et l'enjeu est immense. Environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par cette seule bande d'eau. Les cargaisons d'énergie provenant de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, du Koweït, des Émirats Arabes Unis et d'autres producteurs du Golfe doivent toutes traverser le détroit avant d'atteindre les marchés mondiaux. Toute perturbation à cet endroit se répercute presque immédiatement sur les prix de l'énergie, les coûts de transport maritime et les marchés financiers partout dans le monde. Mais la géographie crée aussi une vulnérabilité stratégique. Le long du côté nord du détroit s'étend la longue côte iranienne, sur des centaines de kilomètres à travers le golfe Persique. Au fil des ans, l'Iran a construit un vaste réseau de batteries de missiles côtiers, de bases navales et de systèmes de surveillance, conçus précisément pour surveiller et menacer le trafic maritime qui transite par ce corridor. Depuis cette position, des missiles, des mines navales et des vedettes rapides d'attaque peuvent potentiellement défier même les forces navales les plus puissantes. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz est plus qu'une simple voie de navigation. C'est un point de pression dans l'économie mondiale où le contrôle militaire de quelques kilomètres d'eau peut influencer les marchés de l'énergie sur l'ensemble de la planète. C'est aussi le genre d'endroit où la bravade saturée de slogans se heurte au fait profondément gênant que la géographie se moque complètement de la posture de campagne de qui que ce soit. Depuis des décennies, l'Iran se prépare exactement à ce type de confrontation. Plutôt que d'essayer de rivaliser avec les États-Unis navire contre navire ou avion contre avion, les planificateurs militaires iraniens ont misé sur une autre stratégie, le déni côtier. Le long de son vaste littoral donnant sur le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, l'Iran a mis en place un réseau dense de systèmes de missiles antinavires conçus pour menacer les navires qui traversent cette voie maritime étroite. Ces armes sont capables de viser des pétroliers, des cargos et même des bâtiments de guerre lourdement armés. Mais la véritable force de ce système réside dans sa manière d'être déployé. De nombreux lanceurs sont mobiles, montés sur des camions, capables de se déplacer rapidement entre des positions de tir dissimulées. D'autres sont stockés dans des bunkers souterrains et des tunnels durcis creusés dans les montagnes et le littoral. Les équipes sont entraînées à se disperser, à se redéployer et à tirer depuis de multiples emplacements, ce qui rend extrêmement difficile de prévoir d'où viendra le prochain tir. Cela crée un sérieux défi pour les campagnes aériennes. Même des opérations de bombardement soutenues peuvent détruire certains sites de missiles, mais éliminer chaque lanceur est presque impossible. Dès qu'une position est visée, une autre peut apparaître ailleurs, le long de la côte. Des responsables iraniens ont affirmé à plusieurs reprises que leurs forces de missiles côtiers demeurent opérationnelles et prêtes, même après des vagues de frappes aériennes. Cette stratégie ne vise pas nécessairement à vaincre de front une marine supérieure, elle est plutôt conçue pour obtenir quelque chose de plus simple et de beaucoup plus perturbateur, rendre le détroit d'Ormuz trop dangereux pour que les navires ennemis puissent y passer en sécurité. Voilà le problème quand on traite la guerre comme un exercice d'image de marque. L'autre camp a toujours son mot à dire et rarement en phrases bien polies. La tension militaire dans le détroit d'Ormuz s'est rapidement transformée en choc économique, ressenti bien au-delà du Moyen-Orient. Le trafic maritime dans cette voie étroite aurait chuté de près de 4,94%, alors que les entreprises peinaient à évaluer les risques d'entrer dans un corridor devenu de plus en plus instable. Pour de nombreux opérateurs maritimes, le calcul est devenu simple. Le danger est trop élevé. Résultat, des milliers de navires restent maintenant immobilisés à l'extérieur du détroit, à l'ancre, dans les eaux voisines, pendant que les équipages et les compagnies attendent des signes indiquant que la route pourrait redevenir sûre.
Les marchés ont tendance à rester peu impressionnés par la certitude théâtrale une fois que les pétroliers cessent d'avancer et que les factures commencent à s'empiler. Mais la perturbation ne concerne pas seulement les missiles ou les menaces navales. Les compagnies d'assurance, élément essentiel du transport maritime mondial, ont commencé à refuser de couvrir les navires entrant dans la zone de conflit. Sans assurance contre les risques de guerre, même les plus grands exploitants de pétroliers ne peuvent pas légalement faire passer des cargaisons dans la région. Les conséquences sont immédiates. Les marchés de l'énergie partout dans le monde ont commencé à réagir à cette incertitude. Les prix du pétrole ont bondi et fluctué de façon spectaculaire, alors que les négociants tentent de calculer combien de temps cette perturbation pourrait durer et si les chaînes d'approvisionnement mondiales peuvent absorber le choc. En réponse, plusieurs gouvernements ont commencé à puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de stabiliser les prix et de rassurer les marchés. Mais ces réserves n'ont jamais été conçues pour régler une fermeture de longue durée du corridor énergétique le plus critique au monde. Ce sont des outils temporaires. Et tant que le détroit demeure instable, la question plus profonde à laquelle les marchés mondiaux sont confrontés devient de plus en plus urgente. Combien de temps le système énergétique mondial peut-il fonctionner si ce passage vital reste fermé? Malgré toute la communication triomphaliste, les barils, les assureurs et les contrats d'expédition demeurent obstinément imperméables aux formules d'estrade. Maintenant, des milliers de marines américains voguent vers l'une des voies maritimes les plus dangereuses de la planète. À bord du USS Tripoli, la Marine Expeditionary Unit progresse régulièrement vers le détroit d'Ormuz, ce corridor étroit où se heurtent les intérêts des marchés mondiaux de l'énergie, la puissance navale et les rivalités régionales. La démonstration de fermeté est facile à emballer, la facture de l'erreur de calcul, elle, arrive généralement plus tard et sous une forme beaucoup plus brutale. Au même moment, la guerre aérienne se poursuit. Des appareils américains et israéliens continuent de frapper des cibles militaires iraniennes à travers la région dans le but d'affaiblir l'infrastructure de missiles et de neutraliser les défenses côtières. Le ciel reste saturé de chasseurs, d'avions de surveillance et d'appareils ravitailleurs qui soutiennent cette campagne en expansion. Mais l'arrivée des marines introduit une nouvelle variable. Des forces d'infanterie opérant près d'un point d'étranglement maritime aussi disputé s'exposent à des risques que les frappes aériennes, à elles seules, ne comportent pas. Les navires, les engins de débarquement et les unités au sol deviennent bien plus vulnérables aux missiles, aux mines navales et aux attaques de petites embarcations le long du littoral iranien fortement fortifié. C'est le moment où la chorégraphie habituelle du dur à cuire se heurte au problème beaucoup moins cinématographique de la vulnérabilité réelle. Entre-temps, les dirigeants iraniens ont indiqué qu'ils entendent continuer à résister à la pression, présentant cette confrontation comme une lutte pour la souveraineté régionale et le contrôle stratégique du Golfe. Aucun des deux camps ne semble prêt à reculer, ce qui soulève une question plus profonde quant à l'avenir du conflit. Les guerres qui commencent par des frappes aériennes peuvent parfois être limitées et contrôlées. Mais une fois que les forces terrestres entrent dans l'équation, les enjeux changent radicalement. Et dans les eaux étroites du détroit d'Ormuz, même une faible escalade pourrait remodeler l'équilibre des puissances dans l'ensemble de la région. Et c'est généralement à ce moment-là que la fanfaronnade des podiums et des chambres d'écho alliés commence à ressembler moins à de la force qu'à une coûteuse confiance excessive. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.